Ici, l'affaire publique est décortiquée, questionnée, secouée. Rémi Villemure et Karim Abrik. Comment vas-tu, Alexandre Moranville-Ouellette? En pleine forme, toi. Oui, très très bien. Écoute, fais-nous donc un petit tour des nouvelles insolites. Là. Ouais, un petit tour des nouvelles insolites qui vont avoir des connexions aujourd'hui avec des événements qui se passent dans l'actualité plus mainstream. Rémi, tu vas voir ça. À commencer par la Coupe du Monde, parce qu'aujourd'hui, c'est le coup d'envoi officiel de la Coupe du Monde qui va débuter. D'ailleurs, le premier match, 15 heures plus tard aujourd'hui, dans le stade de Mexico City. C'est d'ailleurs l'équipe locale. C'est le Mexique qui va compétitionner contre l'Afrique du Sud. Ça va être tout un match là, à ne pas manquer. Mais dans tous les pays du monde, on prépare toutes sortes de choses. Il y a des politiciens dans certains pays pour lesquels le soccer, c'est tellement gros, qui vont aller parler à l'équipe nationale. On se souviendra d'Emmanuel Macron en France, qui était allé consoler les joueurs sur le terrain. Moi, je m'excuse si je venais de perdre la finale de la Coupe du Monde. La dernière affaire que je voudrais, c'est que le président de mon pays vienne me donner des accolades un peu moites là, dans le stade. Ça m'aurait fait suer, littéralement. On a vu, par exemple, là, je pense que c'est l'équipe du Nigeria qui avait affronté là, la République démocratique du Congo dans les parties de qualification, puis qui avait accusé la République démocratique de faire du vaudou dans le match. T'sais. Il y a toutes sortes d'histoires rocambolesques qui reviennent dans le soccer. C'est vrai? C'est approuvé. Encore, Rémi, je t'avoue que je ne suis pas expert en vaudou, mais ils ont gagné, fait que c'est peut-être ça qu'ils ont utilisé. Tous les coups sont permis, ou presque. Là, dans ce cas-ci, je reviens en France, parce que c'est les Français, encore une fois, l'équipe nationale de France, qui ont reçu, cette fois-ci, pas Emmanuel Macron, mais une autre visite dans leur vestiaire. C'est Marina Ferrari, qui est la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Quel beau nom de ministère. D'ailleurs, pour notre collègue française, est allée les voir récemment, le 2 juin dernier, OK? Elle leur a amené des cadeaux. Puis là, ça fait sensation sur le web parce qu'elle leur a pas amené une médaille d'honneur ou quoi que ce soit. Elle leur a amené des pierres. Tu sais, les belles petites pierres là, qui viennent là, te donner des pouvoirs ou encore une certaine bénédiction de la lithographie. Là. Ils ont amené des pierres. Un jaspe bleu qui donne la force d'atteindre ses objectifs, ainsi qu'un cristal de roche qui permet de réduire le stress et l'anxiété. Oui. D'ailleurs, c'est le moment anti-stress. Oui, car les pierres ont une puissance qui vous permettent de vous élever, de peut-être gagner la Coupe du Monde. Tu comprendrais qu'il y a des gens sur Internet qui trouvent ça bizarre et pas à peu près. Ça finit sec. Jeff, tu nous as fini ça sec. Je vous avoue que moi, ça me fait réagir, tout comme les gens, les supporters français qui disent « OK, mais c'est quoi le rapport de la ministre des Sports d'aller leur offrir des pierres? » C'est comme si ça allait leur donner des pouvoirs particuliers. Bon, fait que là, on est passé des encouragements et des discours bien français. La République vous regarde à... on va faire de la magie avec des cristaux. Mais peut-être que la France a changé, parce que c'est très, très populaire chez les jeunes, là, la spiritualité et ces affaires-là. Là, moi, je porte pas de jugement. Non. À peine. Bon, est-ce que ça va permettre à l'équipe de France de gagner? Eux commencent leur premier match dès la semaine prochaine, mardi 16 juin, contre le Sénégal. Ça va être à ne pas manquer. Mbappé, multimillionnaire, voire peut-être milliardaire, avec plusieurs investissements, qui reçoit un petit caillou pour la chance. Ben oui, pour lui donner la force d'atteindre ses objectifs. Je passe en nouvelles scientifiques maintenant. Ça, je vous avoue, ça m'a complètement fasciné. OK, ce que les scientifiques chinois ont publié aujourd'hui dans le journal Nature. Okay? Ils ont découvert ce qui serait possiblement, mais du moins celui qu'on a découvert, le plus gros cimetière de baleines de toute la planète. Okay? Parce que je savais, je sais pas pour vous, qu'un cimetière d'éléphants, ça existait. Hein? C'est comme une espèce de phénomène naturel étrange où les éléphants iraient comme tous mourir au même endroit, ce qui fait qu'il s'accumule énormément d'ossements. Je vous montre une image, ça vous dira peut-être pas grand-chose, mais c'est ce qu'on est capable de capter à bord d'un submersible chinois au fin fond de l'océan Indien, qui ont trouvé des centaines, des milliers, peut-être des millions, c'est ce qu'on estime, de carcasses de baleines. C'est un os comme ça de baleines fossilisées qu'on retrouve dans le fond de l'océan parce qu'on est à cet endroit à 7000 mètres de profond, OK? Et il y a une espèce de forme de V dans le fond de l'océan, si vous voulez, comme une espèce de canyon sous-marin. Et ce qui fait en sorte que dans cet endroit-là où les baleines vont beaucoup pour s'alimenter, il y a énormément de faunes diverses, c'est un endroit où ils vont manger beaucoup, ils finissent aussi par y mourir. Et la configuration du fond de l'eau fait en sorte que, comme un entonnoir, ça va amener toutes les carcasses de baleines au même endroit. Et ce qui est intéressant, puis on le voyait dans l'image, pour ceux qui nous suivent en visuel, il y a des espèces d'étoiles de mer phosphorescentes qui se nourrissent
des carcasses de baleines. On savait déjà que c'est un phénomène naturel. Quand une baleine meurt, elle tombe jusque dans le fond de l'océan et il y a toutes sortes d'animaux qui vont s'en régaler, mais à 7000 mètres de profond, on se rend compte que c'est tellement de biomasse sur une baleine qui meurt, puis il y en a tellement beaucoup au même endroit que ça a créé un écosystème unique au monde. Dans le fond de l'océan, il y a des espèces qu'on vient de découvrir, qu'on n'avait jamais vues de toute l'histoire, parce qu'ils vont manger ces carcasses de baleines-là. Je vous donne un petit ordre d'idée d'à quel point c'est beaucoup, là. Juste les tissus mous, OK? Puis les lipides, la graisse de ces baleines-là, accumulés dans le fond, on calcule que ce serait environ 6,7 millions de tonnes de carbone séquestrées dans les lipides de tout ça, qui vont nourrir toutes sortes d'espèces animales qui vont aller à cet endroit-là. Bref, c'est une découverte extraordinaire. Il y en a peut-être d'autres, sûrement même de ces cimetières de baleines, on en avait déjà découvert. Le problème, c'est qu'ils sont tellement creux dans le fond de l'eau qu'on a de la misère à les découvrir. C'était la merveille animale du jour. Réalises-tu à quel point tu nous as transportés en profondeur, Alex? On est non seulement à des milliers de mètres sous l'eau, mais on est dans l'os de la baleine. Tu nous as transportés dans un univers... moi, je pensais jamais me rendre là. C'est pas ça qu'on aurait pu offrir, d'ailleurs, aux joueurs de l'équipe de France plutôt que des roches. Ça me donne le goût de remettre la musique ésotérique un tout petit peu pour parler des baleines avec un ton. Vas-y, Jean-François, s'il vous plaît. Au fond de l'océan Indien, à 7000 mètres de profond, des milliers de baleines vont pour mourir. Ce serait bon, hein? On devrait faire ça un documentaire animalier chaque jour. Bon, on va aller dans un autre sujet beaucoup moins rigolo, celui de la guerre. Oui, je vous amène en Ukraine cette fois-ci. Vous savez bien évidemment qu'il y a un conflit avec la Russie. Puis je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux dernièrement, là, pour ceux qui suivent les deux tatas, je m'excuse, les tata-têtes, les deux frères Tate, OK, Andrew puis son frère, qui sont accusés, je le rappelle, de traite humaine, de viols multiples, de trafic également en Roumanie, au Royaume-Uni, sont partis aux États-Unis. Et là, depuis quelque temps, ils font partie d'une belle tournée. Puis c'est des images de ça que je vous montre et vous remontre. Sont en train de faire une tournée de propagande avec l'armée de Vladimir Poutine. Ils sont en Russie, là, puis là, depuis quelques jours, ils publient des vidéos dans lesquelles ils font l'entraînement de l'armée russe, puis là, ils utilisent des kalachnikovs, puis ils tirent, puis ils ont donc bien l'air fiables, puis ils prennent des photoshoots sur un tank. Et là, ce que ça fait, c'est qu'en parallèle, l'armée ukrainienne reçoit des milliers et des milliers de commentaires des internautes, puis des courriels, puis des messages de gens qui disent « Hey, ça vous tente-tu d'envoyer des drones, ces frères Tate, pour les faire sauter? » Et là, ils en ont tellement reçu, l'armée ukrainienne, qui ont dû répondre publiquement dans un statut en disant « D'accord, OK, on comprend tout le monde que vous nous taguez partout, mais être une personne minable, ça fait pas de vous une cible militaire légitime dans le droit international. Monter sur un tank pour du buzz sur Internet, ça ne suffit pas à devenir un combattant légitime. Par contre, s'ils font quelque chose qui se qualifie vraiment, c'est-à-dire d'aller se battre sur le front, là, on pourra en discuter, mais en attendant, on garde nos drones pour de véritables cibles militaires. Si vous m'aviez dit, il y a quelques années, que l'armée d'un pays allait devoir répondre sur Internet au fait qu'il y a des demandes d'internautes de tuer des influenceurs d'extrême droite qui se promènent en propagande avec l'armée russe, je vous aurais pas cru. Mais c'est le monde dans lequel nous vivons en 2026. Et oui, il y a des armées qui se font écrire pour aller faire sauter du monde des influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est pas beau tout ça? Ah, mais c'est incroyable. Puis les Ukrainiens, moi, je salue leur humour en situation de crise comme ça. Ils ont quelque chose dans leur façon d'être. Est-ce que tu te rappelles de la fameuse vidéo qui avait été prise? C'était l'audio d'Ukrainiens qui étaient sur une île sur le point d'être bombardés par des Russes. Et les Russes disaient, levez le drapeau blanc, rendez-vous. Et les Ukrainiens avaient insulté finalement les Russes en mode non, on préfère que vous nous tiriez dessus que de nous rendre comme ça. Ils sont très cool. Là. Il y a quelque chose d'irrévérencieux, de très courageux, de brave. J'ajoute à ça Volodymyr Zelensky qui s'était fait demander par les Américains au début de l'invasion, avez-vous besoin ils se sont fait proposer d'avoir un hélicoptère pour l'évacuer puis tout. Et il avait répondu la phrase suivante, j'ai pas besoin d'une évacuation, j'ai besoin de munitions. C'était la phrase qu'il avait dit. Disons qu'il y en a une couple qui risque de passer à l'histoire comme ça. Je reste dans un sujet militaire pour conclure, Rémi, parce que en France, il y a une entreprise qui voulait recevoir un chargement de sable.
OK? Je t'avoue, j'ai jamais commandé du sable chez nous, mais j'imagine, tu vas dans des gros pits de sable, comme on voit un peu partout au Québec, en bon français. La compagnie mardi dit oui, pas de problème. Ça s'appelle Dilmex, cette entreprise-là. Vont prendre gros chargement de sable et vont le porter chez le particulier. Sauf que là, décharge le sable, puis ping, 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 ping. Quelque chose qui tombe dans le sable, qui est à l'intérieur de tout ça. C'est un obus de la Deuxième Guerre mondiale qui n'a pas explosé. Hein, parce que c'est le cas souvent en Europe. Ici, on n'a pas cette malchance-là. Hein. Au Québec puis au Canada, règle générale, il y a très peu de munitions enfouies, non actives, peut-être dans le lac Champlain, mais ça, c'est une autre histoire. Et on a trouvé donc un obus de la Deuxième Guerre mondiale. Ça arrive relativement souvent, c'est étrange, dans les pays européens qu'on finit par trouver des munitions comme celle-là. Puis dans ce cas-ci, elle avait dû couler dans le sable, littéralement après un bombardement. Toujours pas activée. Fait que là, dans ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Évacuation de tout le périmètre. Tout le monde doit quitter ses maisons autour. Bouclage complet de la zone par les services d'urgence. Les démineurs arrivent rapidement. Ils ont là, défait, désarmé cette bombe-là, le plus de peur que de mal. Mais ça me fait toujours sourire de voir que tu te commandes un chargement de sable, ça vient qu'un obus qui aurait pu te péter à la gueule. C'est quand même bizarre de vivre. Quel pays déjà, t'as dit? On est en France. En France, hein? Oui. Ben oui. Mais ils sont pris avec ça pour des décennies encore. Là, il y a encore plein de trucs comme ça qui sont tombés qu'on n'a pas découverts, puis ça ne se décompose pas. Là. Non, à Londres, ils ont beaucoup ce problème-là. Après les bombardements massifs des nazis là, durant les années 41, 42, 43, mais ils ont, à chaque fois qu'ils font de la construction, souvent, là, ils vont creuser, puis là, tu tombes sur une bombe pas explosée. Je veux dire, ça te fait faire le saut quand même. Disons que le sous-sol de nos compatriotes européens a pas mal plus de trésors et d'histoires que ce qu'on peut avoir ici en Amérique du Nord. Merci, Alexandre. Un plaisir, à demain.